Bien, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus chez We Are pour cette matinée de conférence qui est organisée par CB News et INH Inside Home, qui est l'offre de service marketing de la Post Solutions Business. Je suis Valérie Potin, journaliste. Je suis ravi d'être avec vous, moi aussi. C'est moi qui vais animer cette matinée. Une matinée durant laquelle on va parler évidemment de l'attention, principalement, uniquement de l'attention, qui est, c'est pas vous que je vais l'apprendre, ce nouveau Graal, des communicants et des marketeurs. On va évidemment aborder les mécanismes, mais on ne va pas trop insister dessus parce que vous les connaissez déjà. Ce qui est intéressant, ce qu'on veut dans cette matinée, c'est surtout aborder le où et le comment toucher cette attention. Pour ça, on vous a préparé un petit programme, un programme assez dynamique, un programme avec plein de choses, des chiffres, des intervenants, des témoignages, etc. etc. Avec l'idée de vous apporter, en tout cas pendant cette matinée, un maximum d'éléments pour faire de ce moment un moment utile et pourquoi pas agréable. Ok? Ça vous va? Bravo. Merci. Et pour bien commencer, ce que je vous propose justement, c'est de prendre peut-être un petit peu de hauteur sur ce sujet de l'attention avec notre premier intervenant. C'est quelqu'un qui s'intéresse depuis longtemps à la consommation et aux marques dans ses dimensions matérielles, économiques et symboliques. Je vais vous demander donc du coup d'accueillir Benoît Elbrun, qui est professeur marketing à l'ESCP, auteur prolifique, et qui va donc nous parler justement des marques et de l'attention. Il va essayer. Merci beaucoup pour cette invitation qui m'honore et qui m'oblige, comme dirait l'autre. Alors donc, Valérie vient de dire quelque chose qui, je pense, est très important. C'est que l'attention, c'est le nouveau Graal des communicants. Et ben, j'en suis pas convaincu, justement, que c'est le nouveau Graal. Donc on va commencer avec ça. Donc l'idée, c'est que je vais simplement vous partager un certain nombre de réflexions, d'insights, comme on dit en marketing, sur cette question de l'attention. Et je vais commencer, en fait, par, évidemment, cette question de information overload, c'est-à-dire l'idée que, et là je vais parler au conditionnel, notre cerveau serait encombré d'informations. On nous dit souvent qu'on est exposé à plus de 60 000 morceaux d'informations par jour, et qu'évidemment notre cerveau n'a pas les capacités pour processer toute cette information, donc il va faire des filtres. Donc c'est ce type de visuel qui essaye de représenter finalement le nombre de messages ou de marques auxquels on est exposé chaque jour, c'est-à-dire en gros, on va dire de l'ordre de 3000. Bon, vous savez qu'il y a eu un très beau film là-dessus qui s'appelle Logorama, donc qui a eu un Oscar, c'était il y a à peu près 15 ans, et qui est construit justement sur le nombre exact de marques que l'on rencontre tous les jours. Il y a 2500 marques dans le film Logorama. Bon, donc je vous recommande d'aller voir ce film, c'est vraiment très intéressant. C'est le premier film dans lequel les marques sont les héros de l'histoire. Mais le problème, c'est que, bon, là, on se gargarise de mots, on se gargarise d'images, mais le problème n'est absolument pas nouveau. Et pourquoi il n'est pas nouveau? Parce que, effectivement, donc déjà, ça c'est un livre qui a 20 ans d'un Américain qui nous expliquait qu'aujourd'hui, le problème, c'est l'attention. Et donc, en fait, il remettait en cause l'idée qu'il y aurait une transition de l'économie des biens matériels à l'économie de l'immatériel. Alors, il ne dit pas que ce n'est pas ce qui s'est passé, mais il dit que le principal problème, c'est effectivement un problème de captation de l'attention. Donc là, on est déjà il y a 20 ans. Mais si on revient encore plus en arrière, je suis retourné à Herbert Simon, qui était économiste et sociologue, qui a eu le prix Nobel, je crois, en 1962, et qui a été le premier, justement, à réfléchir à cette question de la surinformation. Bon, j'ai repris une citation, vous voyez, des années 1971, dans laquelle il nous explique que eh bien, le cerveau doit faire des choix parce qu'il est confronté à trop d'informations. Alors, je rappelle que c'est en partant des travaux d'Herbert Simon que l'on a développé la théorie des biais cognitifs. Ça vient d'ici, parce que Herbert Simon, c'est le père de la théorie de la rationalité limitée, c'est-à-dire l'idée que on va forcément faire des choix dans l'information qui nous est proposée,
Et donc, ces choix vont s'opérer à travers des biais qui sont soit cognitifs, soit émotionnels. Donc, ça, on le sait déjà depuis, on va dire, plus de 50 ans. Donc, ce n'est pas nouveau. Et j'aurais pu repartir encore plus en arrière, mais je ne l'ai pas fait parce qu'on n'a pas le temps, en vous parlant d'un monsieur qui s'appelait Edward Bernays, qui était un Autrichien, qui était le neveu de Freud, qui est parti aux États-Unis dans les années 20, qui a créé les relations publiques et qui a écrit ce très beau livre dont je vous recommande la lecture, qui s'appelle Propaganda, qui pour moi reste le meilleur ouvrage sur le marketing et la communication, parce qu'il nous rappelle que le marketing, c'est de la propagande. Et justement, déjà, il va montrer que le citoyen américain, dans les années 20, est soumis à trop d'informations. Donc, il a besoin de gatekeepers, donc des intermédiaires, ce qu'on va appeler après des prescripteurs ou des influenceurs, qui vont synthétiser l'information, mais qui vont aussi avoir un rôle très important de délimiter les informations qui sont considérées comme importantes. Donc, en gros, c'est décider de l'agenda. Et en fait, ces gens-là, qui décident de l'agenda, il va les appeler le gouvernement invisible. Les journalistes, les publicitaires, les designers, etc. Et donc, ça, c'est simplement pour rappeler qu'on est en 1928, déjà, la question se pose. Donc, ça veut dire que la question n'est pas nouvelle. La question n'est pas nouvelle. Bon, moi, je ne suis pas un grand fanat des tendances ou des effets de génération. Hein. Je pense que l'effet de génération, ce n'est pas plus prédictif que l'astrologie, en gros. Et ça, c'est mon ancrage, on peut en discuter. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les éléments récurrents, les éléments de structure, et pas les éléments qui sont présentés comme des éléments nouveaux. Donc on voit ce genre de choses, hein. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les courbes de l'information, est-ce que c'est une courbe comme ça, comme ci, etc. Moi je pense que ce n'est pas du tout l'objet de notre matinée, je pense que ce n'est pas le sujet. Et je prends un dernier exemple, j'ai retrouvé un article d'un prof de marketing, ça s'appelait Jacob Jacobi, et pour montrer que déjà en 1974, il explique que le consommateur est soumis à trop d'informations. On est en 1974. Bon. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Alors, ça nous amène à considérer que finalement, il faut reposer la question et reposer le problème. Et en fait, c'est quoi le problème? Alors, pour essayer de répondre à cette question, je vais d'abord revenir sur des choses qui sont pour vous évidentes, qui sont le fait que quand on parle de marque, en fait, on parle de deux dimensions qui ne sont absolument pas corrélées. Il y a une dimension, on va dire, d'impact. Alors, je ne prends pas l'impact au sens de l'économie transformative, avoir de l'impact sur. Hein. Je prends l'impact au sens de notoriété, donc présence à l'esprit. Et puis, il y a une dimension de contenu, ce qu'on appelle le brand content. Bon, et en fait, ce qui est important, c'est que ces deux dimensions n'ont strictement rien à voir. D'accord? Elles ne sont pas corrélées. Ce sont des dimensions orthogonales. Bon, donc c'est pas parce qu'on est connu qu'on a du contenu. Bon, et donc on voit bien que partant de là, on peut faire une catégorisation un petit peu simpliste, mais c'est pour montrer les problématiques. 99% des marques sont ici, c'est-à-dire ont une notoriété faible et ne racontent pas grand-chose. Quand je dis notoriété faible, hein, c'est que moi j'ai travaillé avec beaucoup de marques dont la notoriété c'était 1, 2, 3%. Bon, des Valrhona, des Pierre Hermé, qu'on a commencé, c'était petit la notoriété. Bon, donc la plupart des marques sont là, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas connues et en plus elles ne racontent pas grand-chose. Bon, et après elles s'étonnent effectivement de ne pas capter l'attention des clients. Bon. Après on a la stratégie de l'impact. En gros, je suis très connu mais je ne dis pas grand-chose. Et ça c'est évidemment des marques qui suivent cette célèbre phrase qui dit « Peu importe ce qu'on dit de moi, ce qui est important, c'est qu'on parle de moi ». Qui a prononcé cette phrase, le premier? Un petit Allemand, moustachu, artiste raté. Bon. Donc, il avait très bien compris ça déjà dans les années 20. Je reviens 100 ans en arrière, hein. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. On nous a parlé du relancement de Kawaii, bon très bien, on voit des boutiques Kawaii dans les aéroports, mais qu'est-ce que raconte la marque? Moi j'ai toujours pas compris. Hein.
on a des stratégies de contenu. Donc là, je pousse des histoires, je raconte la tradition, l'expertise, etc. Mais est-ce que les gens captent? Pas forcément. Et puis là, alors là, j'ai le Graal. Le Graal, c'est je suis connu et j'ai de la notoriété. Bon. Donc déjà, il faut bien distinguer, je pense, les deux dimensions. Et donc travailler sur les deux dimensions de façon conjointe si possible, même si elles ne sont pas corrélées, c'est-à-dire la présence à l'esprit. Donc ça veut dire qu'il faut un message, il faut une proposition de valeur claire, et puis la notoriété. Alors ça m'amène donc à revenir à des choses très très simples, mais je pense qu'ils sont fondamentales, c'est finalement quelles sont les questions à se poser. Et là, eh bien, il y a deux écoles. Il y a l'école de Claude Shannon et l'école d'Umberto Eco. Alors Claude Shannon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Claude Shannon, c'est un ingénieur américain qui est mort il y a une vingtaine d'années, qui a travaillé pour les services secrets pendant la Deuxième Guerre mondiale sur l'encryptage de l'information. Et donc c'est le premier à avoir théorisé la communication, parce que je vous rappelle qu'en France, la communication est considérée comme une science. Elle est rentrée à l'université en quelle année, à votre avis? Ce qu'on appelle les sciences de l'information et de la communication. Les SIC, ça veut tout dire déjà. Les SIC, ça rentre quand à l'université, les SIC? 1975. Et Edgar Morin, d'ailleurs, avait beaucoup poussé pour faire de la communication une science. Il lui a rendu le moteur. Mais bon, ça, c'est le fameux modèle de Shannon, que vous connaissez très bien, qui date de 1948, Shannon et Weaver. En gros, ce qui intéresse Shannon, c'est de montrer que la communication, c'est la transmission d'une information. Donc, il y a plusieurs questions qui se posent. Qui prend la parole? Quel est le public ciblé? Parce qu'aujourd'hui, on parle de brand publics, donc à qui je m'adresse. Qu'est-ce que j'ai à raconter? Et comment je vais coder le message? Et est-ce que le codage correspond au décodage? Donc ça a été la grande question dans la pub dans les années 80-90. Est-ce que le consommateur, comme on l'appelle, comprend bien ce que j'ai envie de lui dire? Est-ce que j'ai bien codé? Est-ce qu'il y a un bon décodage? Bon. Et évidemment, il amène la question du bruit, en disant, il y a de la pollution sémiotique, il faut passer à travers la forêt des messages. Et donc, il faut que j'ai un message impactant. Et ça a donné l'idée en marketing de la fameuse USP, Unique Selling Proposition. Il faut un message simple pour augmenter la mémorisation. Alors, je précise au passage que dans la question du cryptage de l'information, parce que c'est de ça dont on parle, Shannon dit, eh bien, on va coder 0,1. Il invente le digital. C'est le grand-père d'Internet, Claude Shannon. C'est dommage qu'il ne soit pas plus connu, c'est vraiment un homme très intéressant. Et donc, on a l'idée que, chez Shannon, le sens vient d'ici. Il est produit en amont, et après, il est délivré, donc il faut trouver le bon canal, et il faut trouver le bon message. Bon, là-dessus arrive notre ami Umberto Eco, dans un livre qui s'appelle The Theory of the Reader, Lector in Fabula. On est en 1969, qui dit, attention, ce qui prime dans la communication, ce n'est pas l'intention, c'est l'interprétation. Autrement dit, on est déjà à l'époque, donc il y a 50 ans, j'aime bien les 50s, je suis né en 69 en plus, donc c'est pour ça, un érotique. Et donc il est déjà dans l'idée d'une co-construction du message. C'est-à-dire qu'il va remettre en cause l'opposition émetteur-récepteur. J'insiste là-dessus parce que alors ça, pour le coup, c'est un nouveau paradigme, à mon avis. C'est l'idée de la co-construction de la valeur. On va trouver ça dans l'économie de l'expérience qui se caractérise par la customisation, c'est-à-dire que le client participe à la création de valeur de son expérience. Il n'est pas simplement récipiendaire. Et on retrouve cette idée dans la théorie de la communication qui va mettre l'emphase sur l'interprétation. Donc l'idée, c'est que le spectateur construit en partie le message. Mais on est d'accord que pour construire le message, eh bien, il faut que le spectateur soit impliqué dans le message. Et c'est tout le problème, qui est le problème qui explique la création du marketing à la fin du 19e siècle, c'est savoir comment augmenter l'implication du spectateur. Je vous rappelle que le marketing de grande consommation a été inventé pour des produits qui ne sont pas intéressants. Le savon, la lessive, le dentifrice. Donc, la problématique qu'avaient à l'époque les Procter & Gamble, c'est comment rendre intéressant quelque chose qui ne l'est pas.
C'est là qu'est le problème. C'est un problème d'implication, de involvement. Et les marketeurs, déjà, à la fin du 19e, ont trouvé les deux solutions. Comment est-ce qu'on peut impliquer le spectateur? Premièrement, en lui faisant peur. La peur. Donc, le marketing a récupéré cette grande passion politique qui est la peur en disant si tu n'as pas un dentifrice adéquat, tu ne trouveras pas de petite copine. Si tu ne mets pas du déodorant, tes collègues vont se moquer de toi. Si tu n'as pas un iPhone, tu as raté ta vie, bon, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le risque perçu. Bon, je réinterprète, c'est la peur chez Hobbes, en gros. Et l'autre chose, c'est la valeur hédonique. Parce qu'évidemment, le principe de plaisir régit l'implication. Vous intéressez plus au champagne et aux vacances qu'à l'assurance vie et au service funéraire. On est d'accord? Bon. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de plaisir dans toutes les catégories. Donc, la question, pour moi, se résume de la façon suivante. Comment impliquer le consommateur dans des catégories qui ne sont pas hédoniques? Et là, je pense que sur les colis, on est en plein dedans, parce qu'on est dans le fonctionnel, sans passer par la peur. C'est ça la question. Parce que, bon, la dimension anxiogène, peut-être, n'est pas forcément la meilleure stratégie. Bon, donc ce que je voulais simplement dire, dans cette première partie, parce qu'il y aura la suite après, c'est qu'il faut faire attention à la façon dont on pose le problème. Le problème, en fait, on va soit le poser par rapport à la question du bruit, en disant « Oh là là, c'est pas de ma faute, il y a tellement de messages, les gens ne comprennent pas ce que je veux raconter. » Bon, ça c'est une façon de poser le problème, en disant « La pollution sémiotique explique le problème d'attention. » La deuxième façon de poser le problème, c'est de dire « C'est le consommateur, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas ce que je raconte. C'est de sa faute. » Eh bien, moi, je pense que la question n'est pas là. Et que la question, évidemment, elle est là. C'est une question d'autorité de la marque. La marque, c'est la même chose qu'un auteur en littérature. Hein, c'est régi parce que le philosophe Michel Foucault appelait la fiction auteur. C'est-à-dire qu'on va renvoyer tout un ensemble de productions à quelqu'un qui a un nom. Tous les livres que vous avez chez vous ont un auteur. Même l'Odyssée et l'Iliade ont un auteur qui s'appelle Homère, qui est un auteur fictif. Ça n'a pas empêché Gallimard, il y a 5 ans, de publier une biographie de Homère faite par le grand helléniste Pierre Judet Lacombe. On a besoin de ces fictions. Donc il faut créer une fiction, et cette fiction est fondée sur l'auteur. Et comme vous savez, l'auteur, ça vient de auctoritas, en latin, l'autorité. Donc c'est une question d'autorité. Donc ça veut dire qu'en gros, soit je suis capable d'asseoir une autorité en disant quelque chose, en instituant un discours, et donc ça veut dire en me différenciant du baratin ambiant, parce que comme nous vivons à l'époque du bullshit, la question c'est comment traverser le bullshit, comment être crédible. Je vous renvoie à ce très bon livre que vient de sortir Christian Salmon sur le discrédit, qui montre qu'aujourd'hui, toute parole est discréditée. Donc comment est-ce qu'on peut recréer ou regagner de la confiance et du crédit dans une société qui valorise le bullshit et le discrédit. Et donc ça veut dire que pour ça, il faut un territoire. Il faut un territoire. Which brand? Alors oui, on dirait c'est Ikea, c'est ce déménagement, etc. Mais sauf que... Et vous voyez qu'une grande marque, elle n'a pas besoin de mettre son logo. Ben oui, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que quand vous vous baladez dans la rue, Anne-Marie ne se balade pas avec « Je suis Anne-Marie Sargueil ». Janus Design. Chez toi. Elle n'était jamais venue encore chez moi, Anne-Marie, donc. Mais je vais t'inviter, c'est promis. Bon. Donc, vous comprenez qu'en fait, ça, c'est la scénarisation. Pardon? Depuis tout le début, hein, depuis les 17 minutes. Ce que je veux dire par là, c'est que le top de la communication, c'est quand j'envoie un message sans manifester l'émetteur. C'est pour ça que les grands logos sont les logos dans lesquels il n'y a pas de nom de marque. C'est Nike, c'est Adidas, etc. Parce que là, j'ai réussi à imposer mon symbole. Et imposer un symbole, ça manifeste de l'autorité symbolique, en l'occurrence. Donc là, c'est simplement pour dire, oui, vous déménagez, mais quel que soit l'endroit où vous êtes toujours à moins de 5 minutes d'un McDonald's.
Ce qui est, je rappelle, le cas de 93% des gens qui habitent en Amérique du Nord. 73% à moins de 3 minutes, 95% à moins de 5 minutes. Donc c'est la proximité. On est d'accord. Et McDo, c'est une des seules marques qui est capable de faire de la pub sans montrer, son logo. Bon, pourquoi je vous montre ça? Parce que quand j'ai un symbole qui est installé, eh ben, je peux faire ce genre de choses. Et je peux le montrer d'une autre façon. Donc en fait, ce n'est pas la figure qui compte, c'est la structure qui compte. C'est toujours les éléments récurrents, les éléments structurels, qu'ils soient figuratifs, qu'ils soient textuels ou qu'ils soient discursifs. Pareil, quand on a un logo qui est établi, on peut faire des variations, parce qu'évidemment, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a aussi un autre souci, c'est l'ennui, hein, c'est la répétition. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté chez le spectateur que nous sommes tous. C'est qu'on veut de la répétition parce que ça rassure, puis en même temps, on veut de la variation pour s'amuser. Donc il faut bien articuler les deux. Et ça, on peut le faire si on a effectivement des éléments qui sont bien posés, donc des fondations. Donc, ça veut dire que ce qui est important dans cette première séquence, c'est de bien accepter l'idée que la marque, c'est une prise de parole. Je prends la parole. Donc, ce n'est pas simplement un effet d'affichage, c'est que je suis un auteur, je vais assumer une prise de parole. C'est pour ça qu'on parle de contrat de marque, parce que c'est un engagement. On est d'accord. Et cet engagement, c'est ce qui va permettre de capter l'attention et surtout de créer de la confiance sur un marché qui est régi par la défiance et le discrédit. Parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et pour moi, il y a 3 choses importantes. C'est que d'abord, il faut vraiment réfléchir au point de différence significatif. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai de différent des autres? Parce que, évidemment, on pourrait passer un quart d'heure à montrer que sur tous les marchés, les conventions dominent. Et qu'il y a très peu d'éléments disruptifs, hein, que ce soit en termes de récit, de couleur, de matière, de forme. Donc on est englué dans la convention. Pourquoi? Parce que d'abord la force du benchmark, qui tue évidemment la différenciation, et puis parce que tous les gens du marketing et de la com, ils sortent des mêmes écoles, le CELSA, les 3 parisiennes, Sciences Po. Ils ont été exposés aux mêmes outils, aux mêmes auteurs, aux mêmes théories. Ils lisent tous CB News, Stratégie et Paris Match. Ils ont les mêmes références. Et puis, il y a la peur de prendre des risques. Donc, tout ça, ça explique des marchés qui sont extrêmement conventionnels. Bon. Et s'il n'y a pas d'élément de disruption dans la communication, je ne peux pas prendre la parole. Mais sinon, je ne fais que répéter l'air du temps. Et souvenez-vous de cette phrase du philosophe Jean Guiton, « Être dans le vent », c'est avoir un destin de feuille morte. Bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on confond la narration et le storytelling. Ça n'a strictement rien à voir. On est englué dans le storytelling, qui n'est que du clapotis. La narration, ça veut dire que je fabrique un récit, et un récit, ça veut dire qu'il y a une intrigue, que je vais résoudre un problème. Donc il n'y a pas de narration s'il n'y a pas de dialectisation, s'il n'y a pas de problème. Et les grandes marques sont capables d'adresser des problèmes et de les comprendre. C'est ce qu'on a appelé le consumer insight. À quel problème répond Disney, par exemple? Un problème très simple, universel. Les gens s'ennuient, la vie est répétitive, peut-être qu'il n'y aura pas de train ce soir pour aller à Nantes, bon, etc. Donc on va les divertir. Le territoire, c'est l'entertainment. Et pour Disney, tout est entertainment. Un restotainment, edutainment, tout est tainment. Bon, toutes les grandes marques ont compris qu'il fallait régler un problème. Donc, il y a une intrigue. Et donc, une intrigue, ça veut dire que je vais dramatiser. Et c'est comme, si vous voulez, dans la tragédie grecque, s'il n'y a pas cette intrigue qui implique le spectateur. Parce que nous, aujourd'hui, on est confortablement assis dans des canapés en mangeant des petits fours et en regardant Instagram. Mais à l'époque, ils étaient à Athènes, en Parthénon. Ça durait 4h30. Il y avait un soleil de plomb, il n'y avait pas d'évian. Donc vous imaginez que pour impliquer les gens pendant 5 heures, sans sortir les fauves, ça c'était après, il fallait quand même qu'il y ait un truc très 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 impliquant. Ça s'appelle une dramaturgie. Bon, je pose la question, quelles sont les marques qui dramatisent aujourd'hui un problème?
Il y en a extrêmement peu. Et donc, on va se réfugier dans le storytelling. Je raconte des petites historiettes. Donc, c'est quoi le storytelling? C'est tout simplement un récit dans lequel il n'y a pas d'intrigue. Donc, c'est rien. C'est rien du tout. Il ne se passe rien. Alors, peut-être que sur le rien, le néant, on peut construire des choses, hein, mais je crois qu'on n'est pas aujourd'hui là pour discuter de ça. Et puis, la dernière chose, c'est qu'est-ce qui m'autorise à prendre la parole? C'est la question de la légitimité. Et légitimité et autorité sont des choses qui sont liées. D'accord? Parce que l'un des problèmes que rencontrent les marques, c'est que quand on parle d'une personne réelle, ça ne pose pas de problème, la légitimité. D'accord? Il peut dire ça parce qu'il a fait ci, il a fait ça, etc. Bon, c'est ce qu'on fait quand on présente quelqu'un. Very nicely done, merci. Mais une marque ne peut jamais dire je. Jamais. Ça n'existe pas une marque qui dit je. Une marque, c'est un collectif. Et la question, c'est comment je construis de la légitimité à partir d'un collectif. Hein? Ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. De la même façon que la responsabilité est a priori une notion qui est individuelle. C'est la question inversée, c'est-à-dire comment je peux construire une idée de la responsabilité collective, alors que la responsabilité, ça incombe chacun d'entre nous, plus qu'un collectif. Donc voilà, me semble-t-il, les questions posées. Alors, je vais m'arrêter là parce que j'ai fait 20 minutes, 4 minutes. Donc, désolé pour ce léger retard. Et donc, il y a une autre partie, mais que j'ai gardée pour la fin. Voilà, merci. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on se retrouve tout à l'heure pour la suite, les fins. On va passer maintenant aux chiffres. Je disais tout à l'heure qu'on allait avoir des chiffres et des enseignements. On va justement voir avec nos deux prochains intervenants les derniers chiffres et enseignements de l'Observatoire du parcours d'achat à domicile qui a été réalisé par BVA Excite et La Poste Solutions Business. Et pour ça, je vais demander à Stanislas Sévenot et Eric Trousset de nous rejoindre. Bravo. Bon, on a l'impression, parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le storytelling, mais on va commencer à faire un début de narration. Mais il y a des chiffres, donc ça va. Il y a des chiffres, donc on va apporter du contenu. Puisque mieux qu'une feuille morte. La notoriété de la marque, je pense qu'on l'a quand on s'appelle La Poste. Donc on va essayer maintenant de nourrir l'autre angle qui est celui du contenu. On y va, Valérie ou... Alors, on va parler bien sûr d'attention, qui est la thématique d'aujourd'hui, même si c'est ancien. C'est en bas. Je vais dans le mauvais sens. Et vous allez voir qu'on essaie de prendre un angle différent de celui de l'attention. Alors, c'est effectivement un sujet qui agite beaucoup le marché de la communication depuis quelques années. On voit fleurir, notamment dans le digital, des technologies qui sont censées capter un peu plus l'attention du consommateur. C'est un sujet qui ouvre effectivement beaucoup de discussions. Je vais faire un petit coup de promo sur le livre blanc de l'IREP et du CESP qui est sorti il y a un mois, qui essaie quand même de poser les bases de c'est quoi l'attention, parce que beaucoup en parlent, mais il faut à minima avoir une définition commune avant de pouvoir tenter de régler le sujet. C'est un sujet qu'on n'est pas les seuls à traiter. Il y a un livre assez sympa qui est La civilisation du poisson rouge, qui a d'ailleurs fait une suite, de Bruno Patino, qui explique justement toute cette contextualisation et cette surinformation dans laquelle nous vivons tous, consommateurs et citoyens. Et c'est un sujet international, puisque nos amis britanniques ont même créé The Attention Council pour essayer justement, là aussi, de fédérer les acteurs du marché anglo-saxon pour trouver des solutions, mais aussi normer, parce que cette notion d'attention mérite déjà de poser une définition qui soit partagée par tous avant de pouvoir tenter de régler le problème. Côté La Poste Solutions Business, on a commencé à travailler sur le sujet avec les sociologues du cabinet Eranos il y a maintenant presque 5 ans. Ça a donné lieu à un livre blanc, mais surtout ça a ouvert un champ de réflexion. On a essayé de travailler le problème sous un autre angle, en se disant, voilà, la problématique de la marque, c'est de savoir émerger,
Donc c'est se rendre visible, je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit, audible, compréhensible, avant d'être désirable. Mais aussi finalement reposer la question de nos fondamentaux, ce qui nous a amené à se dire on va essayer de travailler le sujet de manière différente, c'est le contexte de réception du message. Et c'est ce qui nous a amené à parler du domicile. Alors c'est sûr que quand on s'appelle La Poste, les courriers que l'on porte arrivent à domicile, mais au-delà finalement de ce point de départ, c'est essayer de comprendre l'impact que pouvait avoir le domicile comme contexte de réception des messages publicitaires. Donc on a mené des travaux préparatoires, Cali d'abord, puis Canty, et puis ça nous a amené à nous tourner vers BVA X-Site, il y a 2 ans maintenant, pour monter un dispositif, vous allez voir, assez massif, pour justement quantifier l'impact du domicile. On avait finalement 2 questions de fond à laquelle on souhaitait répondre. C'était mesurer la part du domicile dans les parcours d'achat. Que ce soit d'ailleurs des achats qui se fassent en ligne ou en magasin physique, vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes à dire. Et puis c'était décrypter le rôle des points de contact à domicile, puisque finalement, quand on s'appelle La Poste, on va parler de courrier, mais la télé trône encore souvent au sein du salon, on scrolle son smartphone aussi beaucoup chez soi, donc c'était vraiment avoir une vision très holistique des points de contact, et on a bien sûr injecté les points de contact hors domicile, il n'était pas question d'être uniquement focusé sur le domicile, avoir vraiment cette vision complète. Et avant de rentrer dans la narration de l'étude, on est très fiers d'avoir reçu sur ce dispositif un prix or au Trophée des études et innovations il y a quelques mois, qui finalement, non c'était argent, pardon, je ne vais pas non plus... on en rêvait. C'est ça pour l'année prochaine. Qui finalement concrétise, valorise tout ce travail. Je vais laisser maintenant la main à Stanislas qui va vous détailler la manière dont on a travaillé. Merci Yannick. Effectivement, Eric l'a dit, c'est un dispositif qui est assez massif, très ambitieux. On aime à dire qu'il est un peu inégalé sur le marché. Vous voyez, quand on parle de dispositifs massifs, on est sur plus de 25 000 interviews dans l'année réparties en 2 vagues, une vague au printemps, une vague à l'automne. C'est comparable à ce qu'on peut observer sur les mesures d'audience, je pense notamment à la presse. Donc cet observatoire nous amène à décrire une quantité importante de projets. Vous voyez, plus de 70 000 projets décrits. La philosophie de cet observatoire, finalement, c'est de recenser auprès des Français l'ensemble des projets sur un certain nombre de secteurs qu'ils ont conçus, réalisés, voire concrétisés au cours des 6 derniers mois. Et sur ces projets d'achat, d'essayer d'identifier, de décrypter le rôle des supports de communication tout au long du funnel d'avancement de ces projets, de la phase de réflexion, la phase amont, à la phase de décision et de l'achat. Donc c'est ça un peu la philosophie de cet observatoire. Vous voyez qu'on couvre un nombre important de secteurs. Ces secteurs, je ne vais pas les détailler. Il y a des secteurs, des catégories à achat court, des secteurs beaucoup plus impliquants, je pense notamment à l'immobilier ou à l'automobile. Et puis on a aussi, je dirais, les dépenses courantes, les courses du quotidien, avec les 3 catégories d'achat FMCJ, alimentation, boisson, produits d'entretien et hygiène beauté. Donc c'est relativement large. Vous imaginez l'effort aussi pour les répondants de renseigner l'ensemble de ces projets. Et vous voyez que sur nos plus de 25 000 interviews, ça représente à chaque fois plusieurs milliers de projets. Donc on a vraiment de la matière pour rentrer assez finement, de façon granulaire dans le détail des projets. Les supports de communication, j'en parlais, évidemment, Eric l'a dit, il ne s'agissait pas de s'intéresser uniquement aux supports de communication de La Poste, mais de couvrir de façon exhaustive de nombreux points de contact, donc du média, du hors-média, du digital, du traditionnel avec la pub télé, la pub radio, la pub en presse, des choses autour du point de vente aussi. On a parlé du hors-domicile, mais effectivement, la PLV, la promotion sur le lieu de vente, l'échantillonnage sont aussi
couverts dans l'étude. On a le SMS publicitaire, l'email publicitaire qui sont aussi couverts. Donc c'est cette universalité de l'étude qui est intéressante, parce qu'elle a la vocation finalement à servir l'ensemble du marché publicitaire. Et sur ces supports de communication, on s'intéresse à différents éléments. Le stade du projet au cours duquel le contact intervient, je l'ai dit, est-ce que c'est en amont ou est-ce que c'est en aval au moment de la prise de décision, le contexte, est-ce que c'est au domicile ou en dehors, la fonction, le rôle du point de contact, et puis quelque chose qui était assez innovant, on a essayé de couvrir, de comprendre l'empreinte émotionnelle laissée par chaque support de communication. Est-ce qu'on s'inscrit plutôt dans un registre positif? On a 7 émotions positives qu'on couvre, par exemple le plaisir ou la curiosité, 7 émotions négatives, comme par exemple l'ennui ou l'agacement, et puis une émotion neutre qui est la surprise, qui peut être positive ou négative, et ça donne des résultats assez intéressants, vous le verrez tout à l'heure. Alors on rentre, désolé pour les chiffres, j'espère qu'il n'y en aura pas trop, mais il faut évidemment quand même en donner. Donc il y a d'abord ce chiffre assez massif, quasiment 100%, 98% des foyers ont initié au moins un projet d'achat au cours des 6 derniers mois, initié. Donc, ça veut dire qu'un certain nombre de ces projets n'ont pas été concrétisés, mais ça veut dire que l'ensemble des foyers français sur les secteurs qu'on a couverts ont initié au moins un projet d'achat. Là j'exclus le FMCJ parce que tout le monde est concerné, mais sur les 16 secteurs qu'on a détaillés. Plus de 7 projets en moyenne par foyer au cours des 6 derniers mois. Donc là aussi, ça va un petit peu à rebours de ce qu'on entend sur une forme de sinistrose de la consommation. On voit que les foyers français ont une forme de dynamique de consommation sur les secteurs qu'on a couverts. Vous voyez qu'il y a même un quart des foyers français qui, sur les 6 derniers mois, donc c'est une période de temps relativement courte, ont conçu, ont imaginé 10 projets ou plus, donc c'est assez important. Alors, logiquement, on voit qu'il y a des vraies différences entre les secteurs. Sur les secteurs, je dirais les moins impliquants, on a une pénétration des projets beaucoup plus importante. C'est le cas pour la mode habillement, 85%, les loisirs ou les produits culturels, on est à plus de 2 tiers des foyers. Et à l'inverse, sur les catégories les plus impliquantes comme l'immobilier, l'énergie ou l'automobile, on est sur au moins de 30% des foyers qui sont concernés par un projet de ce type. On a extrapolé ici ce que ça pouvait représenter en nombre d'individus. Vous voyez que ça concerne à chaque fois plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de Français sur ces différentes catégories. Alors, autre information intéressante, parce qu'on peut imaginer que les Français sont un peu dans la répétition de leurs habitudes. Vous avez un lave-vaisselle qui tombe en panne, vous rachetez la même marque, et bien ce qu'on identifie dans l'étude, c'est que près de la moitié des projets terminés ont abouti à l'achat d'un produit ou d'un service d'une nouvelle marque, jusqu'ici non présente dans le foyer. Donc on peut imaginer que les supports de communication amènent les Français à découvrir des nouveaux services, des nouvelles marques, et à basculer sur une offre qu'ils ont jugée intéressante. Évidemment, pour d'autres, notamment 30%, c'est l'achat de la même marque que le précédent produit ou service, ou l'achat d'une marque déjà possédée pour un autre équipement, un autre service. Et c'est cette dimension un peu découverte et finalement un peu prise de risque qui est intéressante ici dans ce résultat. Alors, autre chiffre assez fort, c'est 93% des projets sont principalement discutés au domicile. Donc, on voit que le domicile est vraiment le lieu privilégié pour discuter de ces projets d'achat. Près de la moitié de ces projets concernent l'ensemble du foyer, donc ce ne sont pas des projets personnels, et près des 2 tiers des projets génèrent des discussions avec les proches, et c'est surtout des discussions avec les membres du foyer. Alors là aussi, assez logiquement, les catégories les plus impliquantes, comme l'immobilier, l'automobile, les travaux ou là encore les voyages, donnent plus souvent lieu à des échanges entre les membres du foyer. C'est ici les catégories, les secteurs en jaune. À l'inverse, tout ce qui va être de l'ordre de l'habillement ou encore des dons à des associations sont des projets un peu plus personnels qu'on va logiquement moins discuter avec les membres du foyer. Alors on a parlé des projets, on va parler maintenant des supports de communication.
Je disais tout à l'heure, près d'une trentaine de supports publicitaires testés dans l'étude. Et là encore, un résultat très intéressant, c'est que c'est cette logique, cette stratégie des Français de cumuler les sources d'information, les supports de communication, parce que vous voyez qu'en moyenne, sur les 16 secteurs évoqués précédemment, on a près de 8 points de contact publicitaires qui sont consultés en moyenne par projet d'achat, donc c'est assez fort. Vous verrez qu'il y a des variations importantes d'un secteur à l'autre, mais déjà ce chiffre, il montre bien la nécessité d'orchestrer les moyens et de travailler différents supports de communication. 61% de ces points de contact publicitaires, ils ont lieu au domicile. On parlait tout à l'heure de la télévision, on pense aussi évidemment à la boîte aux lettres, mais aussi au catalogue. Alors vous voyez que dans le détail, on a une variation assez forte, on va de 4,7 à 13 supports de communication. C'est en perçu par les gens, le nombre. C'est en déclaratif, c'est effectivement en déclaratif. Et vous voyez que plus la catégorie est impliquante, plus ça va nécessiter finalement de recueillir de l'information, donc de cumuler les sources, de cumuler les supports de communication, 13 sur l'immobilier, un peu plus 12 sur l'énergie, quasiment 10 pour la banque assurance. Donc sur ces secteurs plus impliquants, on va cumuler les supports de communication avant de prendre sa décision. Alors là encore, on voit des différences sur est-ce que ces contacts publicitaires ont lieu au domicile ou hors domicile. Vous voyez que dans le cadre des projets de voyage, de dons, d'ameublement, de jardinage, bricolage ou encore d'électroménager ou d'équipement high-tech, les contacts publicitaires ont plus souvent lieu au domicile. Ça va de 64% à 73%. Et vous voyez que pour les dons, on tombe à 50%, mais on est encore sur une majorité des points de contact qui sont consultés au domicile. Alors, là encore, autre résultat intéressant, les publicités, les supports de communication qui sont consultés au domicile génèrent sensiblement plus de discussions et d'échanges avec les autres membres du foyer. C'est le 71%, à comparer aux 65%. On est ici sur une différence significative, donc intéressante aussi pour ce qui se passe au domicile. Des recommandations, des catalogues et des publicités en point de vente qui génèrent plus souvent des échanges au sein du foyer par rapport notamment aux médias traditionnels ou encore à l'email ou au SMS. Alors, autre élément intéressant, c'est finalement le rôle des différents supports de communication tout au long du funnel, de la phase amont à la réflexion, à la prise de décision. On voit que dans le détail, donc on a des rôles complémentaires, on a un digital qui apporte des précisions, hein, c'est ce que vous avez ici, il va apporter des précisions, il va être plutôt plus fort sur cette phase d'apport de précision que les autres supports de communication, quand la publicité distribuée en boîte aux lettres donne envie de se rendre en magasin, c'est le 21% que vous avez ici. Donc complémentarité des moyens, complémentarité aussi des rôles sur les supports de communication. Sachant que là, ce n'est qu'une moyenne sur les 16 secteurs de biens et services impliquants, et qu'on a forcément, vous l'imaginez, des très fortes différences secteur par secteur, où là il y a des particularités qui font ressortir des points de contact différents. Alors ici on a la charge émotionnelle des supports de communication. Je vous disais que c'était une innovation, on a identifié ces émotions. Alors bonne nouvelle, par rapport notamment au public bashing qu'on entend beaucoup, on a 8 supports de communication sur 10 qui génèrent une émotion positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on replace finalement les Français dans leur projet d'achat, quand ils se remémorent les supports de communication qu'ils ont utilisés, eh bien, assez facilement, ils nous indiquent avoir ressenti les émotions positives. 80% quasiment d'émotions positives, 21% d'émotions négatives. On arrive à ce net emotional score de 58 qui solde les émotions positives et les émotions négatives. Donc on est plutôt dans un registre, assez largement dans un registre positif. Vous voyez que les émotions les plus souvent ressenties quand elles sont positives, c'est de l'intérêt et de la curiosité. Et quand on est sur un registre négatif, c'est plutôt de la confusion et plutôt de l'inquiétude. Alors là encore, quand on compare les supports de communication consultés au domicile ou hors domicile, on voit que
la balance penche plutôt pour le domicile. Le Net Emotional Score est plus favorable quand on a consulté des supports de communication au domicile versus le hors domicile, de l'intérêt, de la curiosité, mais aussi de la confiance et de l'enthousiasme par rapport à davantage de confusion sur des supports de communication consultés en dehors du domicile. J'ai quasiment terminé, Valérie, puisque je termine par l'influence, puisque c'est aussi un élément qu'on couvre dans l'étude. On a demandé aux Français si finalement les points de contact qu'ils avaient consultés avaient influencé le projet d'achat. Et bien vous voyez que la réponse est très majoritairement positive. Plus des 2/3 des points de contact publicitaires, les Français nous disent qu'ils ont influencé leur projet d'achat. Là encore, un delta favorable au domicile, puisque les points de contact consultés au domicile ont davantage influencé les projets. Et voilà. Donc, merci Stanislas. En guise de conclusion, ce que l'on voit au travers de cette approche macro de cette étude qui mérite d'entrer dans le détail, c'est que finalement, les Français, ils se créent une bulle d'attention à domicile. Et pour les marques, c'est vraiment le domicile, c'est un territoire d'expression, c'est un contexte même d'expression particulièrement favorable. Ce qui est rassurant, c'est de voir que, et Stanislas l'a bien dit, contrairement à l'idée ambiante que les Français sont publiphobes, quand on les met dans un contexte précis d'achat, ils vont chercher de l'information, il y a de l'information qui arrive, mais ils vont aussi en chercher. Et quand on est à près de 8 points de contact, ça veut dire qu'on a envie de ne pas se tromper. Le consommateur, il est averti, et donc il se nourrit de ce qui arrive. Mais ce concept de se créer cette bulle d'attention autour de soi pour faire les bons choix amène aussi à se poser la question de jusqu'où les marques peuvent se permettre l'hyper-personnalisation. On parlait d'effet de mode, c'est très à la mode en ce moment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'hyper-personnalisation, mais si une marque ne fait que ça, elle se met en risque parce que finalement, elle se coupe des prescripteurs déjà au sein du foyer, voire des amis. On sait que parfois c'est des collègues qui vont aussi interagir avec la personne qui a un projet, qui a besoin, enfin l'humain c'est quand même un animal social, et on a besoin d'interagir, on n'a pas envie de se tromper, et voilà, donc ce qu'il faut retenir finalement de cette approche rapide, c'est que le domicile a une vraie place dans la prise de décision d'achat, que ces achats soient d'ailleurs faits en ligne ou en point de vente physique, finalement c'est pas le sujet. Et donc pour les marques, il faut vraiment avoir cette notion de contexte d'insertion qui va contribuer, je ne dis pas que c'est la solution, mais qui va contribuer à justement capter l'attention des consommateurs. Merci beaucoup. Bon, on commence à avoir déjà quelques éléments un peu concrets quand même sur où et comment capter l'attention. Je le disais tout à l'heure, oui, donc c'est un sujet, ça reste peut-être un ingrat, je suis désolé, mais les marques cherchent toujours quand même à capter l'attention, même si le sujet n'est pas nouveau. Et donc, le font, oui, pour chacune, pour des sujets, des objectifs qui leur sont propres, pour se faire connaître, se faire entendre, pour vendre, bien entendu. Elles mettent chacune en place des stratégies de moyens pour y parvenir. On a la chance aujourd'hui d'avoir 3 marques qui ont accepté de venir justement témoigner, nous parler de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles ont obtenu grâce à leur stratégie. 3 marques de 3 secteurs assez différents, Bouygues Télécom, Massif et Fort de Paris. Et pour nous en parler, eh bien, je vais demander à ces 3 représentants de nous rejoindre sur scène. Myriam Fleury, directrice CRM de Bouygues Télécom, Christelle Boudezano, directrice marketing digital et relations clients de Massif, et Laura Boulanger, directrice marketing et communication de Fort de Paris. On peut les applaudir. Merci en tout cas à toutes les 3 d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par Myriam Fleury, si ça ne vous dérange pas. Bonjour. Après tout le discours de Benoît, j'ai un peu peur de faire du bullshit. Non, en tout cas, ce qui va être intéressant, et c'est la première question que je vous poserai d'ailleurs à toutes les 3, c'est déjà que vous nous expliquiez un petit peu ce qui motive chez vous, pour chacune de votre entreprise, ce besoin de capter l'attention. Donc, bonjour, donc tout d'abord moi je suis chez Bouygues Télécom, donc
Bouygues Télécom, enfin opérateur téléphonique, donc vous connaissez probablement deux noms où vous l'avez chez vous. Voilà, on propose du téléphone, du mobile ou de l'internet. Historiquement, on est le 3e opérateur, mais ça ne nous aura pas échappé qu'il y a un petit 4e qui est arrivé, et puis il y a plein de petites marques qui sont arrivées avec ce qu'on appelle nous dans notre jargon les MVNO, enfin, les Mobile, la Poste Mobile, etc. Donc tout ça fait que le marché de la téléphonie est très concurrencé, très agité. Donc une fois que j'ai dit tout ça, je sais pas ce qu'on vient de dire, j'ai tout dit, on se doit d'émerger, enfin, voilà, on se doit d'émerger, on doit apporter une réponse aux clients, sachant qu'on propose, enfin voilà, on aimerait dire que, et on le dit, qu'on a le meilleur, la meilleure qualité, le meilleur débit, mais d'un point de vue client, ça reste le même produit. Hein. Il vient acheter un téléphone ou il vient acheter un internet pour répondre à un besoin initialement. Donc voilà, donc on se doit de répondre. Donc pour ça, nous, on a une stratégie très orientée omnicanal. Parce que, on vient de le voir, le client, avant de prendre une décision, s'est renseigné sur 8 points d'interaction. Donc nous, on a une stratégie très omnicanal. Voilà, on envoie du SMS, de l'email, parce que le client peut aller en boutique, peut lire, et puis après peut appeler le service client. Donc on a une logique très omnicanale pour aller répondre à nos enjeux. Donc c'est vraiment une omnicanalité, enfin, au sens très très large, on part du SMS jusqu'à la boutique, on passant partout. Exactement. On a cette chance quand même d'avoir tous les canaux à notre disposition. Hein, voilà, donc on essaye de les utiliser à fond avec dans une logique très CVM, donc Customer Value Management pour parler un peu plus à tout le monde, en fait, avec une logique que chaque interaction doit devenir une opportunité, business bien entendu, hein, on va pas se le cacher. Voilà. Et puis, donc, une fois qu'on a répondu tout ça, on a les mêmes contraintes que tout le monde, hein, il faut arriver au bon moment, avec le bon message, être hyper réactif, hyper personnalisé. Et nous, on a cette contrainte supplémentaire, alors comme beaucoup, mais encore plus, je pense, dans la téléphonie, parce que des primo équipements, on n'en a pas non plus des millions tous les mois. Donc, on a une véritable logique, on a un véritable enjeu foyer. On doit plus s'adresser uniquement aux porteurs de contrats, on doit s'adresser à tout le foyer, voilà, pour équiper toute la maison. Et quand on est dans le foyer, justement, alors qu'est-ce que vous privilégiez? Quels sont les outils qui vous paraissent les supports qui vous paraissent les plus efficaces? Alors, aujourd'hui, on a quand même, voilà, je viens de le dire, on utilise tous les supports qui soient des plus classiques aux plus innovants. On est quand même une grosse usine CRM chez Bouygues Télécom. Hein, on se parle d'à peu près, pour donner des ordres de grandeur, de 500 millions de sollicitations par an. Ce qui est énorme, en tout cas nous confondus, hein, sur de la télévente, de l'email, du SMS. Voilà, on a une grosse partie de ces sollicitations qui sont ce qu'on appelle nous dans le jargon des campagnes one-shot, donc des campagnes qu'on déclenche à un instant T pour un besoin particulier. Et puis on a une autre partie qui sont des actions plus automatiques, c'est des actions qui se déclenchent suite à une action du client. Donc il est allé visiter une page web, il a appelé, voilà. Donc sans dévoiler de grands mystères, forcément ces actions automatiques sont beaucoup plus performantes puisqu'on arrive au bon moment suite à une recherche du client. Et nous, ce qu'on a envie, donc on est déjà très outillés, mais ce qu'on a envie, c'est de passer à l'échelle sur ces actions automatiques. Et donc on ne peut plus attendre les actions du client, on doit les anticiper. C'est possible ça, du coup? Vous avez les moyens aujourd'hui, les outils pour ça? On a les moyens, j'ai envie de dire oui et non. donc forcément la connaissance du client, la data est au cœur de toutes ces stratégies. Donc on a déjà beaucoup de choses, mais on est encore, pour aller un cran plus loin, on est en train de s'équiper d'une CDP, voilà, pour harmoniser, pour mieux exploiter toutes nos datas. Et ça devrait nous permettre, ça va nous permettre plus tard d'être encore plus réactif, plus innovant, demain d'aller vers l'IA, parce que voilà, on se parle beaucoup de l'IA.
Voilà, donc ça nous ouvre de belles opportunités, de belles perspectives. Enfin, rendez-vous dans quelques mois, on est en plein dedans, là, on est en train d'installer. Donc on se refait une table ronde dans quelques semaines, quelques mois, et on vous dira tout ça. Vous avez quand même, alors votre stratégie, même si elle est omnicanale, on se doute bien de par votre métier qu'elle est quand même assez digitale, digitalisée, on va dire. Est-ce que malgré tout, il y a, justement, entre le SMS et tous les autres supports, est-ce que chaque outil a une vocation, a une ambition, un objectif plus spécifique que d'autres? Est-ce qu'on peut tout faire avec le smartphone? La grande force du smartphone, c'est quand même qu'il permet de toucher un client n'importe où, n'importe quand. Est-ce que ça veut dire que finalement, vous pourriez presque vous contenter de ce support-là? Alors, ça va pas faire plaisir à la Poste, mais j'aimerais dire oui. Non, en fait, non, ce qui est intéressant, enfin, on l'a vu là dans l'étude, c'est quand même que tous les supports ont à un instant T ont leur importance. Donc oui, enfin, on va pas sans dévoiler de mystère non plus. Enfin, on est tous là. Le digital a pris une part extrêmement importante, mais parce que voilà, les enjeux de réactivité, d'ultra-personnalisation, enfin, tout ce qu'on entend aujourd'hui font qu'on s'appuie beaucoup sur le digital. Mais on ne néglige pas pour autant le print, hein, si vous voulez nous amener sur ce sujet, mais c'est plutôt maintenant, il a un rôle assez différent. Bon, déjà, il va avoir chez nous, il a un rôle très informatique, juridique, voilà, parce que quand il y a un sujet d'augmentation, de pricing, etc., on est obligé d'avoir un vrai support qui est durable dans le temps. Mais nous, on l'utilise également pour répondre à d'autres enjeux, typiquement pour émerger, parce que voilà, nos boîtes mail sont polluées, on en a énormément, donc à un moment, si on veut émerger, donc sur certaines cibles plus premium, pour apporter un autre discours, on va utiliser du papier, ou pour pallier à des... le digital a cette force aussi qu'il est réactif, mais en même temps, le client a aussi la réactivité de pouvoir dire stop, ne m'envoyez plus de SMS, ne m'envoyez plus d'email, donc voilà. Donc, c'est un peu moins le cas sur le papier, donc on va l'utiliser aussi pour pallier ces stop contacts sur d'autres canaux. Voilà. Donc chaque canal, chaque support a son rôle en fonction du message qu'on veut délivrer et surtout de la cible. D'accord, merci beaucoup. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. On va changer d'univers du coup, et puis aussi du coup même de méthode. Avec Christelle Boudet-Zanon, la Massif justement, pareil vous. Alors, quand vous souhaitez capter l'attention, c'est pour qui, c'est pourquoi? Alors, avant de parler de capter l'attention, juste quelques mots sur la Massif pour comprendre l'état d'esprit. En fait, on a des sociétaires, donc ça veut dire qu'on a aussi un état d'esprit un peu différent dans la relation avec nos sociétaires. C'est 5,8 millions de sociétaires et surtout, on est un acteur important de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi je donne ces entrants? Parce que oui, on va s'appuyer sur l'omnicanalité, mais notre première relation avec nos sociétaires, ça ne va pas être une relation business, ça va être vraiment un apport de conseil. Et dans toute notre stratégie, on a une stratégie omnicanale, on accompagne nos sociétaires tout au long de leur moment de vie, mais notre premier choix en termes d'entrée en relation, ça passe par du conseil et de la relation. Et juste pour vous illustrer ça, nos vendeurs, on ne les appelle pas des vendeurs, on les appelle des conseillers. Il ne faudrait surtout pas qu'on ose dire ce sont des vendeurs, parce que même eux, je pense qu'il y aurait une levée de bouclier en interne. Donc on voit, c'est aussi pour noter l'état d'esprit et l'approche relationnelle qu'on pousse dans nos choix, en fait, dans nos choix de contact, dans nos choix de communication. Et dans la dernière communication, au niveau de notre territoire de marque, on a fait un choix, c'est de donner la parole à nos sociétaires pour faire notre communication, que ce soit en télé, quels que soient les canaux. On n'utilise plus des acteurs, c'est vraiment des vrais sociétaires qui portent la parole de la Massif. Donc c'était un risque, parce que ça veut dire aussi que juridiquement, on ne maîtrise pas forcément la parole complète de notre sociétaire. Donc parfois on ne peut pas tout utiliser, parce qu'on se doit aussi d'avoir une vraie réalité juridique et des propos peuvent aussi être mal interprétés. Donc c'est tout ça qu'on doit travailler au quotidien pour venir au domicile. Et tout à l'heure on parlait de domicile, juste pour comprendre aussi l'attachement de nos sociétaires, c'est 50% de nos sociétaires sont des enfants de sociétaires. C'est-à-dire qu'on a une vraie recommandation interne. Et quand on a fait une enquête sur comment ils nous percevaient, comment cette nouvelle génération nous percevait de nouveaux entrants,
Ils nous ont un peu bousculés dans leurs réponses, voire un peu gênés, parce qu'on n'est pas toujours capable de répondre à tout ce qu'ils nous demandent. Ils nous disent, mais de toute façon, vous êtes comme notre médecin de famille, vous avez assuré nos grands-parents, vous avez assuré nos parents, donc vous nous connaissez, sauf que c'est des nouveaux sociétaires quand même, dans nos données. C'est là aussi la difficulté d'utiliser de la data et puis d'utiliser la vraie vie. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'auraient pas le même bonus que papa et maman. Ben non, en auto, voilà, on démarre nouveau, on démarre jeune. Donc c'est toute cette complexité qu'on doit travailler sur un portefeuille qui attend autre chose qu'une relation business, parce que pour eux, ils sont dans le foyer depuis des années, et l'assurance, c'est de la recommandation, parce que on se dit souvent, c'est un produit qu'on résilie peut-être facilement au taux de churn. À la Massif, on a un taux de churn extrêmement faible. On est aux alentours de 4%, donc c'est vraiment très faible. Et quand ils rentrent, ils ont tendance à vouloir y rester toute leur vie, sauf s'il y a un incident majeur et qu'on n'a pas su répondre dans un cas de sinistre. Et alors vous avez fait un choix assez particulier. Vous avez misé en grande partie sur un MOOC. C'est ça qui s'appelle Vous. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, on avait un magazine papier qu'on envoyait, où dedans, c'était... on ne savait pas bien si c'était du commercial, du conseil, du relationnel. Et puis, en plus, même qualitativement, ça se rapprochait plus à ce que la grande distribution peut envoyer quand on reçoit des catalogues promotionnels. Et on a décidé de mettre tout ça sur la table et de se dire, est-ce que c'est vraiment de ça que nos sociétaires ont besoin? Et on s'est dit, bah non, en fait, et on les a mis autour de la table parce que c'est que des réflexions qu'on fait avec l'apport de nos sociétaires. Et on a fait quelque chose de beaucoup plus qualitatif avec Sopress, comme vous pouvez trouver dans tous les magazines Sopress, qui est presque plutôt, on appelle ça un livre de chevet. J'ose imaginer que nos sociétaires ne dorment pas avec, mais en tout cas, on s'est rendu compte qu'ils le gardaient. C'est beaucoup plus qualitatif, il n'y a plus du tout de promotion massive. Vous ne trouvez même pas le logo massif dessus. C'est pour vous dire que vous pouvez le donner à n'importe qui. Et c'est des apports avec des philosophes, c'est des sujets de société. Ces sujets ne parlent pas de la Massif, mais parlent de la société. Le dernier, c'était autour des femmes. Donc on voit bien que c'est un changement majeur. C'était un risque. Est-ce que ça allait correspondre? Et en fait, on s'est rendu compte qu'en termes de taux de lecture, taux d'appropriation, on est monté d'un gap. Et en termes de fidélisation, 80% de nos lecteurs se disent fidèles à la marque, justement parce qu'ils ont trouvé quelque chose de différent dans cette approche print. Alors en termes de coût, effectivement, c'est un coût, mais c'est un choix d'avoir ce coût supplémentaire parce que cette relation, elle est particulière avec nos sociétaires. Mais donc, comment se fait l'appropriation? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Si la marque n'est pas visible, et vous le dites, c'est quand même un coût, donc c'est un investissement. Comment on fait cette appropriation? Alors, cette appropriation, elle va se faire parce que même si la marque n'est pas visible, il peut y avoir, dans le premier qu'on avait fait, c'était le choix d'un philosophe avec notre DG. Donc on voit quand même, sans promouvoir nos produits, des choses qui infusent. Dans le prochain, sans tout dévoiler, on va avoir notre partenariat avec les Restos du Cœur. On est partenaire depuis 40 ans, on est assureur depuis 40 ans. Et on se doit de continuer à donner de la force et de l'image sur des associations, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes. Il y a certaines associations qui sont des associations de village. Mais derrière, il y a la Massif. Et en fait, c'est aussi ça qui fait qu'on est reconnu dans le MOOC sans en faire une vitrine promotionnelle. D'accord. Il y a également, parallèlement au MOOC, vous disiez tout à l'heure que la communication était relationnelle et qu'elle n'était donc pas commerciale. Enfin, oui, on n'était pas du tout dans une relation commerciale. Vous utilisez aussi quand même des supports, notamment print, pour une relation plus commerciale, avec je crois une offre qui s'appelle Massif Avantage. Pourquoi ce choix aussi? Parce que le digital aurait très bien pu faire l'affaire aussi. Alors, Massif Avantage, c'est tout sauf de l'assurance. Alors, ça me faisait sourire tout à l'heure quand je voyais les graphiques où je voyais les échanges autour peut-être des besoins d'habitat, de quand on recherche aussi un voyage. Et en fait, Massif Avantage, on va pouvoir acheter sa voiture, on va pouvoir choisir un déménageur. Alors, il y a tout ce qui est produit connexe à l'assurance, parce que quand on parle du déménagement, effectivement, c'est plus facile de faire le lien avec l'assurance habitation, mais aussi le voyage. Et le voyage, c'est une des catégories le plus achetées chez Massif Avantage. Et en fait, on s'est posé la question de comment on émergeait dans une offre qui existe déjà, qui existe surtout peut-être sur le digital, parce que quand on cherche un voyage, peut-être que son premier réflexe, c'est de chercher sur du digital. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'effet de faire
un petit magazine plutôt léger. Là, par contre, plutôt très commercial. Et puis des flyers aussi, puisqu'on se rend compte que d'avoir des moments particuliers. Là, il va y avoir le Black Friday, donc on a une approche avec le Black Friday sur du papier. On arrive à émerger dans des univers où on n'est pas parfois attendu. Et en fait, ce choix print, on le choisit dans des univers où on est moins attendu. Merci beaucoup. On passe à vous, Laura Boulanger, Foire de Paris. Donc là, on change encore d'univers. Expliquez-nous justement, vous, alors pareil, quand vous abordez cette question, ce sujet de l'attention, vous l'abordez comment, vous l'abordez quand? Alors le sujet de l'attention, pour nous, il est très focus sur le trafic. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire venir du monde, toujours plus de monde sur une foire de Paris, qui n'a pas de déficit de notoriété. On a encore réalisé des enquêtes récemment. On a une très bonne notoriété, que ce soit nationale et dans l'Île-de-France, qui est vraiment notre cœur de cible de visiteurs. Mais on a effectivement, on le disait tout à l'heure, c'est une notoriété contenue. Donc notoriété, c'est quelque chose qu'on a réussi à acquérir. Ça fait 120 ans que la foire de Paris existe, donc voilà, ça c'est de notre côté. En revanche, la notion de contenu, ça pour nous, c'est un vrai enjeu et c'est comme ça aussi qu'on va travailler cette quête d'attention et d'intérêt. Parce qu'on connaît la foire de Paris, mais est-ce qu'on connaît ce qu'on y trouve? Quel est notre intérêt à y venir? On a tous des souvenirs, je pense, plus ou moins lointains, on y allait, on nous en a parlé. Mais qu'est-ce qu'on va y trouver et quel est notre intérêt à y mettre les pieds? C'est là où nous, on a vraiment de l'enjeu et on a intérêt à dire à chacun, alors tous les ans, ça se renouvelle, là, ça revient tous les ans, donc qu'est-ce qui va être différent de l'année dernière pour faire revenir ceux qui sont venus? En quoi on diffère aussi des solutions qui existent déjà? On a beaucoup de sollicitations de sortie en Île-de-France. Les retailers, les magasins sont ouverts toute l'année. Qu'est-ce qui fait qu'on vient sur un événement shopping et marchand comme Foire de Paris? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose et on a, nous, une offre multisectorielle. Donc c'est de dire, d'adresser le bon message à la bonne personne. On est un salon qui a une offre maison, on vend des voitures, on propose de la gastronomie, on propose des animations. Comment on va aller cibler les différents personas pour leur dire, voilà, vous avez ça à vivre sur la foire de Paris, vous avez tout intérêt à y venir. Donc c'est un peu, voilà, c'est l'enjeu, c'est toujours plus de trafic, mais derrière, en expliquant vraiment pourquoi ils ont intérêt à venir. Et là, du coup, qu'est-ce que vous mettez en place? Parce que là, c'est cibles multiples, enjeux multiples. Alors, on a vraiment un socle qui doit être très important, alors, pendant des mois, voire des semaines, à partir on va dire, du mois de janvier, la foire se tient sur fin avril, début mai. On active des leviers de communication assez massifs, c'est-à-dire qu'on a des campagnes télévision, on fait de l'affichage, on envoie beaucoup d'emailing, voilà, on fait de l'influence, on fait des relations de classe, etc. Donc des choses, on va dire, un peu classiques, mais qui doivent nous faire rayonner à grande échelle. Et on active aussi des leviers un petit peu plus fins pour aller cibler vraiment précisément nos futurs visiteurs et donc consommateurs. Et le sujet que je voulais vraiment mettre en avant aujourd'hui, il a été corrélé notamment avec des chiffres que vous avez révélés tout à l'heure, qui nous donnent encore plus envie d'aller appuyer là-dessus. Nous, on fait du marketing direct postal. Donc pour aller cibler donc ce qu'on appelle nos porteurs de projets maison, donc c'est 200 000 personnes qui viennent tous les ans sur Foire de Paris pour réaliser un projet maison, acheter un canapé, rénover, son spa, acheter son spa, bon, voilà, plein de projets, il y a tout ça sur la Foire de Paris, donc ils sont 200 000 à venir, on a 300 marques. Et vous voyez bien 200 000 sur un VP en Île-de-France, on a encore vraiment beaucoup à les recruter et intéresser. Et donc on rentre dans le foyer, on leur adresse un courrier complètement personnalisé, alors on leur explique pourquoi, ils ne disent pas voilà pourquoi la foire m'écrit, qu'est-ce que c'est que ce traquenard. Donc on leur explique voilà pourquoi on vous a ciblé, donc c'est des gens qui viennent d'emménager, qui ont fait des requêtes récemment sur internet. Ces gens-là, on leur explique quelle est notre offre, quel est l'intérêt à venir chez nous, ce qu'ils vont y trouver. On essaye aussi d'apporter un peu d'émotionnel en leur disant, une fois que vous avez acheté le canapé, il y a des super autres choses à découvrir et un très bon moment à passer. Et on a des performances qu'on traque bien évidemment tout ça. Et on a des performances qui sont très 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 intéressantes pour le coup. Parlons-en justement du coup. Ouais. On arrête les suspens. Donc on envoie à peu près 70 000 courriers tous les ans, encore une fois personnalisés. Chose importante, on invite ces gens, parce que pour nous, ils sont vraiment cœur de cible, ils ont un projet, ils vont intéresser bien évidemment nos exposants, ils vont faire du business avec eux, et ils vont bien sûr rayonner sur le reste de la foire de Paris. 70 000 courriers, et c'est à peu près 20 000 personnes qui viennent tous les ans
grâce à ce levier-là. Donc, dans les opérations qu'on traque, honnêtement, c'est vraiment un taux de transformation, un taux de retour très intéressant. Mais on le circonscrit vraiment à des cibles. Alors, on envisage forcément, vu les performances, de le faire sur d'autres de nos secteurs et donc d'autres de nos cibles. Mais je pense que vraiment l'intérêt de cette opération, c'est que vraiment elle est ciblée et elle s'adresse particulièrement à un porteur de projet à qui on apporte la bonne offre au bon moment et le bon message. Ces porteurs de projet, du coup, vous savez aussi combien ils dépensent finalement sur ces... Alors ils sont 9 sur 10 à repartir avec quelque chose. Alors ça, on a bien fait de les inviter parce que du coup ils ont trouvé ce qu'ils voulaient, ou en tout cas, même si c'est pas forcément le canapé, ils sont repartis avec autre chose, ça c'est certain. Les porteurs de projets maison, enfin globalement sur une foire de Paris, le visiteur il dépense un petit peu moins de 800 €. Quand même. Ouais. On peut toujours faire mieux, mais c'est très bien. Donc voilà, 9 personnes sur 10 qui achètent, ils dépensent un petit peu moins de 800 €. Et quand on est vraiment là sur un profil porteur de projet maison, on est sur une moyenne à 2 000 € de dépenses. Et parce que voilà, ça va entre le canapé et le spa, la dépense n'est pas la même. Ouais. Exactement. Et on identifie bien sûr des gros acheteurs. Et là, c'est des gens qui disent « Ah, moi je suis passé acheter ma cuisine, etc. » Et là, on a à peu près 40 000 personnes sur le Paris qui dépensent plus de 10 000 €. Voilà. Là, vous disiez que c'est ce que vous faites pour les porteurs de projets chauds sur les maisons, c'est ça? Exactement. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous avez évoqué le fait que vous y pensiez pour d'autres? Oui. Pourquoi vous ne faites qu'y penser? C'est du temps, c'est un petit peu de budget. Non, plus sérieusement, on y pense notamment pour... il faut quand même aller... il faut qu'il y ait une affinité, si vous voulez, on ne peut pas lancer ça... Demain, si je veux m'intéresser à tous les gastronomes ou les personnes qui ont une affinité avec la food, c'est quand même large. Voilà, le projet maison, c'est quand même un petit peu plus fin. On y pense pour l'automobile, parce qu'on a lancé depuis 2 ans un secteur auto. Donc on vend des voitures sur Foire de Paris, on a des acteurs comme Renault, comme BYD qui sont présents avec nous. Et donc des gens viennent sur la Foire de Paris, repartent avec un véhicule. Et on s'est dit récemment, alors je ne sais pas si ce sera pour cette année ou pour la prochaine, mais on s'est dit qu'on pourrait tester ce levier en ayant vent d'un projet qui gère, alors je ne sais pas par quel biais il faudra le trouver, mais d'aller effectivement en boîte aux lettres, intéresser les gens et leur dire, voilà, vous avez tout ce panel de marques devant vous, venez découvrir, tester, vous informer, et puis accessoirement, vous passerez un bon moment avec le reste. Très bien, merci beaucoup. J'ai quelques autres questions que je souhaitais vous poser, mais à toutes les trois, un petit peu à la cantonade comme ça. On l'a vu à travers vos témoignages, on est toujours d'une manière ou d'une autre sur de la communication, oui, omnicanal, avec plus ou moins de digital, plus ou moins de print, selon les problématiques. On voit aussi, et ça rebondit avec ce qu'on a vu dans l'étude, que le foyer, effectivement, il est souvent au cœur. Qu'est-ce qui spécifiquement pour chacune de vous fait que le foyer, et au-delà de ce qui a déjà été dit dans les études, qu'est-ce qui fait que ce foyer, justement, il est peut-être l'endroit qu'il faut privilégier? Qui veut commencer? Tiens, Myriam Fleury, il fallait pas me regarder. Non, nous, en fait, on fait partie de la catégorie, dans toutes les catégories que vous avez évoquées, abonnement, et on le voit bien quand même que la décision se fait en grande partie au sein du foyer. Donc oui, on a cette logique omnicanalité parce que la réflexion mûrit avec tous les supports qu'on peut envoyer, et puis un abonnement, c'est quand même, on s'engage pour un certain temps, etc. Donc la logique, voilà, il faut qu'on adresse le foyer parce que ça fait partie du processus de décision d'une part, et puis après, parce que comme je le disais tout à l'heure, nous on a aussi cet enjeu d'aller élargir notre business au sein du foyer, parce que des primo équipés, voilà, ça tombe pas du ciel. Alors que voilà, c'est plus facile. Et puis une fois qu'on a mis le pied au sein d'un foyer, souvent voilà, on recommande. On équipe les enfants, on équipe, voilà. Donc nous, c'est vraiment dans cette logique de réflexion, puis après d'élargir le business, quoi. Christelle Boudin. Alors effectivement, le foyer c'est important parce que l'assurance, on va
j'allais dire, assurer la maison, assurer les personnes. Et dès l'instant où on touche à de l'affect, et là on touche à de l'affect, c'est une décision... c'est pas un métier très rigolo, l'assurance, parce que je vais vous dire, dès l'instant où on touche à des contrats d'essai, des contrats d'épargne. Alors, quand c'est des contrats d'épargne parce que c'est une naissance d'un enfant, c'est plutôt joyeux. Quand c'est faut commencer à penser à l'autonomie, des choses comme ça, c'est plus difficile. Et pourtant, c'est bien des discussions parce qu'on va en parler souvent peut-être pour ses parents. Oui, et ce qui va faire qu'on va peut-être en parler pour soi. Et puis, on va commencer à penser à l'avenir de ses enfants. Donc, toutes ces discussions, elles naissent déjà dans le foyer. Et c'est pour ça que, pour nous, si on n'est pas dans le foyer au travers de ces discussions, naturellement, on ne va pas pousser une porte d'un assureur parce qu'un matin, on se dit, tiens, j'ai envie d'une assurance. On y a déjà pensé, on a déjà mûri le projet. Et c'est lié, et je pense que c'est un sujet qu'on a toutes les trois en commun, c'est les moments de vie. À quel moment on détecte ce moment de vie? Le moment de vie d'une naissance, le moment de vie d'un déménagement, le moment de vie d'une séparation. On s'est rendu compte, nous aussi, que la séparation, c'était un enjeu. Et en plus, c'est au-delà d'un enjeu, il y a une saisonnalité. Donc, c'est aussi le côté assureur un peu pragmatique qui dit qu'en plus, il y a une saisonnalité. Et sur tous ces événements de vie, on a des saisonnalités. J'imagine que la foire de Paris, la saisonnalité de la foire de Paris, elle n'a pas été décidée comme ça un matin en se disant tiens, ce serait sympa qu'on le fasse sur cette période-là. Je pense que c'est aussi ces éléments-là qui nous poussent à être dans le foyer. Laura, pardon, je ne vais pas redire ce qu'ont dit Christelle et Myriam, mais je pense que vraiment le foyer, il faut aussi l'envisager comme une bulle. On y laisse rentrer ce qu'on a décidé d'y faire entrer. On est sursollicité en permanence de campagnes d'affichage, de choses. Il y a des messages publicitaires et les marques s'annoncent partout. Quand on est chez nous, on fait rentrer un peu, on fait rentrer qui on veut. Donc on allume la télé, on choisit un programme, on est sur nos réseaux sociaux préférés. Quand on ouvre la boîte aux lettres, voilà, les boîtes mail, les boîtes mail sont surblindées, alors qu'effectivement nos boîtes aux lettres sont de plus en plus vides. Donc quand on reçoit quelque chose, on y prête une attention toute particulière. Donc c'était pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment cette bulle qui n'appartient qu'à nous, où là je pense que les marques peuvent, tout comme la télé, entre nous, voilà, c'est des choses aussi qui fonctionnent très bien. On sait très bien que quand on a le reportage qui va bien, derrière pour nous c'est une source de trafic, voilà, forcément. Effectivement, il y a cette notion de bulle, c'est vrai qu'on n'a pas forcément évoqué, mais qui est assez nette finalement. Est-ce que le foyer, c'est pas le dernier espace comme ça qui peut se retrouver de manière un peu confinée, dans lequel on peut encore se protéger de l'extérieur? Si, et puis c'est là effectivement, on le disait tout à l'heure, pour certains projets qui étaient mis en avant par rapport à l'étude, c'est ce lieu, cette bulle où on a besoin encore d'échanger. Effectivement, pour s'acheter des vêtements, on a besoin de concerter toute la famille. En revanche, quand on veut acheter le nouveau canapé, acheter la nouvelle voiture, prévoir le prochain voyage, etc., là, on a besoin effectivement de se retrouver dans un moment où on a peut-être coupé le reste, on se concerte. Et c'est pour moi, peut-être on va pas dire le dernier, sinon ça fait un peu triste, mais l'un des derniers. Ouais. Alors, il y a plein de moyens quand même d'entrer dans cette bulle. On l'a dit tout à l'heure, il y a tous les écrans, la boîte aux lettres. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, justement, on choisit plus le papier? Alors, vous l'avez dit, peut-être parce que les boîtes aux lettres sont vides aujourd'hui, enfin, en tout cas, sont beaucoup moins fournies qu'elles ne l'étaient. On le voit bien, je pense tous, quand on arrive au boulot le matin, on n'a plus sa pile de courrier qu'on avait il y a une quinzaine d'années. En revanche, on a ces 200 mails à checker rapidement. Comment justement on arbitre, et est-ce que quand on utilise beaucoup le digital, justement, quand est-ce qu'on décide de ne pas passer par le digital ou peut-être de faire autre chose une fois qu'on est rentré dans le foyer? Moi je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais nous clairement c'est quand on veut émerger, alors on a quand même ce rôle très réglementaire qui va avec le papier chez nous, mais clairement c'est quand on veut émerger. Et puis après, alors on l'utilise un peu moins, mais voilà, on est en train de réfléchir à toute une conception de la fidélisation, des clients premium, etc. chez nous. Donc, et ce papier, je pense, pourra peut-être avoir un rôle important parce que voilà, comme vous le dites, il est un peu plus rare le papier, donc il a tout de suite, quand on met du papier, il y a ce côté un peu, c'est quali quoi. Enfin, l'argent, la boîte a de l'argent et elle en dépense pour moi. Enfin, il y a ce côté tout de suite maintenant quand on reçoit du papier. Enfin, alors c'est parce que je suis peut-être
déformée par le travail, mais c'est vrai que dès que je range le soin dans ma boîte aux lettres, moi je touche le papier, je regarde ce qu'il y a dedans, la couleur quand c'est noir, je me dis, ah, je l'associe au luxe, enfin, voilà, c'est toute une déformation professionnelle, mais il y a ce côté avec le papier, voilà, émergence, et puis il y a ce côté un peu qualitatif qui fait que voilà, on l'associe à une cible un peu plus haut de gamme, premium. J'ai l'impression aussi que les clients font aussi le lien, voilà, ils m'ont envoyé du papier, quoi. C'est pas le simple SMS ou du mail comme tous les autres, ils m'ont envoyé un papier, quoi. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose peut-être? Non, non. Bon, merci à toutes les trois. On va avoir besoin de vous encore. Mais je souhaiterais également appeler sur scène Arnaud Tomasi, puisque là on a vu justement avec toutes ces interventions l'importance, hein, que les raisons et les moyens de capter l'attention étaient nombreux, ils sont variés. On va peut-être maintenant voir un peu où se positionne justement la Poste Solutions Business dans cet univers-là. Donc je vous laisse la parole. Je prends le micro. Allez-y. Tellement nombreux, il faut qu'on m'entende. Écoutez, merci beaucoup à vous, merci à vous, à chacune d'entre vous. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui l'attention est dans l'air du temps. En tout cas, l'attention est clairement un sujet que nous avons tous pour venir doper l'efficacité de nos dispositifs. Et je pense qu'on l'a tous vu ce matin avec vos témoignages, combien l'omnicanalité jouait un rôle important. Vous l'avez par exemple illustré très clairement chacun d'entre vous, chez Bouygues par exemple. Et nous, on a essayé d'y répondre au fond en revenant au contexte dans lequel cette attention peut se créer, le contexte de l'insertion publicitaire. Et dans ce cadre-là, la place que le domicile, on a beaucoup parlé, y joue. Le domicile comme bulle, pour reprendre vos termes, dans laquelle on peut venir pénétrer pour ensuite avoir une plus grande efficacité. Ce domicile est une place importante, c'est pas simplement un effet de mode, la conséquence de ce qu'on a pu vivre en 2020 avec ce blocage à la maison un peu contraint. C'est quelque chose qui est de plus en plus documenté sociologiquement et que nous, la Poste, comme au fond praticiens du domicile avec nos facteurs qui les visitent chaque jour, on observe et qui est vraiment, je crois, une tendance structurelle de fond, cette place de la maison, cette place du cocon, et donc le caractère stratégique finalement de ce lieu dans les stratégies marketing. Alors, dans ce cadre-là, on a, pour répondre à la question que vous me posiez, comment est-ce qu'on y répond, on a imaginé les solutions INH Inside Home. Là, on a cette expertise de domicile, on a développé l'Observatoire des parcours d'achat que vous ont présenté Eric et Stanislas. Et au fond, pour le résumer dans une formule, pour être drive to store ou drive to web, on a la conviction, un peu comme la Foire de Paris, qu'il faut être drive from home. C'est en partant de la maison qu'on aura l'efficacité en ligne ou en magasin. Et c'est autour de ça qu'on construit finalement les solutions. L'omnicanalité a une place importante. Vous l'avez dit, l'échange joue un rôle essentiel. Et lorsqu'on sait créer des contextes d'échange au sein du foyer, lorsque, au fond, on crée le contexte pour qu'un récit s'installe et que la marque soit le point de départ d'un récit, un peu ce que vous faites, la Massif, avec votre mouche, je trouve ça très intéressant, on peut avoir une très très grande efficacité. Et donc, ce qu'on essaie de faire avec chacun de nos clients, chacune des marques qui nous rapprochent, c'est d'imaginer avec elles ces stratégies qui permettent de venir créer ce contexte d'échange à la maison. Dans ce cadre-là, l'omnicanalité, elle a un rôle qui est absolument clé. On croit beaucoup à la combinaison des leviers à la Poste. On n'est pas les défenseurs arc-boutés sur le passé d'un print omnipotent, de toute façon, c'est pas la vérité. On est les défenseurs de l'omnicanalité et des solutions hybridées. L'hybridation, ma conviction, notre conviction, c'est que c'est le gage de l'efficacité. C'est comme ça que nos solutions INH Inside Home sont construites. C'est aussi ce que l'on déploie en termes de stratégie. Vous connaissez peut-être les marques Mediapost, Isoscale, qui sont nos marques expertes, notamment en matière de communication digitale. Et c'est à travers ces savoir-faire qu'on est capable de venir injecter dans nos solutions tous ces compartiments qui vont permettre d'hybrider et d'apporter toute l'efficacité que vous appelez de vos voeux. Voilà, donc merci beaucoup pour vos témoignages. Et vous dire peut-être en conclusion que nos équipes qui seront présentes notamment ici sont à votre disposition pour venir rentrer dans le détail de cette matière qui est très riche, qui vous a été présentée par Eric et Stanislas. C'est 25 000 entretiens qui ont été conduits.
on a une capacité de granulométrie très très fine, et donc on peut venir avec vous travailler la compréhension des parcours d'achat, marque par marque, en tout cas secteur par secteur, pour imaginer ensemble ce qu'est la bonne combinaison pour créer le contexte d'efficacité de multimodalité. Merci beaucoup. Avant de repasser la parole à Benoît pour la conclusion, il est possible que dans la salle vous ayez des questions évidemment à poser à nos intervenants, donc c'est le moment, n'hésitez pas. La première est toujours la plus difficile à lancer, on est entre nous là, ça va, on peut y aller. Moi j'ai une question, votre MOOC il est simplement pour les clients ou on peut le télécharger? Alors, il est pour nos sociétaires, on l'a pour autant fait aussi en digital et on l'a aussi fait en braille, parce qu'on trouvait que c'est important que ce soit accessible à toutes les sur le site et le trouver? Non, vous allez trouver des extraits, mais vous ne trouverez pas le MOOC dans sa totalité. C'est vraiment réservé à nos sociétaires. On s'est posé la question. Donc il y a une question de la communauté derrière. Exactement. Voilà. Et on s'est dit que c'était important de le réserver comme marque d'attention, justement parler de l'attention auprès de nos sociétaires. Il y a une version digitale ou pas d'ailleurs de ce? Oui, il y a une version digitale. D'accord. Oui, quand même, on s'est dit qu'il fallait aussi faire la version digitale. On ne pouvait pas faire que du print. Ça marche. Autre question? C'était hyper clair? Hyper complet? Ah. Qui s'adresse à... En fait, l'omnicanalité, ce qui est important, effectivement, elle est importante dans nos vies quotidiennes. Mais si on reprend un process qui a été initié par le digital, par exemple le téléphone, et que je passe à la maison pour l'appeler par le fixe, ce qui est important, c'est de reprendre la communication ou le process là où on l'a laissé. Ce qui est irritant, c'est reprendre tout le process du début, et c'est lassant. Donc du coup, pour moi, c'est très important. C'est peut-être pas une question, mais c'est plus une remarque qu'autre chose. On valide complètement. Enfin, c'est d'où la. Enfin, je parlais. On va pas faire tout un long discours sur la CDP, mais c'est pour ça qu'on installe la CDP. C'est vraiment de rester dans une omnicanalité et d'avoir une cohérence 360, que le client, l'email qu'on lui a poussé avec l'offre, s'il va se renseigner en boutique, la boutique lui repousse la même, s'il appelle le service client, sans repasser sur toute l'histoire, qu'on lui dise ah oui, donc on a bien cette offre pour vous. Enfin, c'est vraiment dans cette logique-là qu'on est. Je confirme. Une autre question ou une remarque? Non? Bien, bah écoutez, je vous propose du coup, je vous remercie, je vais vous laisser gagner vos places. Et on retrouve Benoît Elbrun pour le mot de la fin. Bien, alors ça serait présomptueux de faire une conclusion, parce que je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on peut conclure après tout ce matériau très riche. D'abord, merci, c'était absolument passionnant. Donc, je vais essayer peut-être de reformuler un certain nombre de choses qui m'ont frappé sous la forme de problématiques. Première problématique, pour moi, c'est la question du paradoxe. Parce qu'en fait, on est là aujourd'hui pour parler d'un problème d'attention, mais on se rend compte que finalement, les gens restent quand même attachés au message des marques. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle, je parle de carrière, parce qu'un prof n'a pas de carrière, on est dans l'horizontalité, et j'étais dans une agence de marketing direct, chez Grey Direct. Et donc, j'ai baigné dans le call to action depuis plus de 30 ans. Et je me souviens d'expériences qu'on faisait à l'époque, où on mettait des gens qui étaient volontaires sur des listes, c'était pas rouge, mais en gros, vous ne recevez plus de mailing. Et en fait, ces gens, au bout de 6 mois, disaient « mais c'est dramatique, je ne reçois plus de courrier. Donc remettez-moi sur la liste ». Et pareil, quand on faisait des tests d'annonces presse, on fabriquait des magazines, et en fait, on enlevait la pub pour ne laisser que celle qu'on testait, et les gens disaient « mais il n'y a rien dans ce magazine ». Sous-entendu, la publicité faisait partie du contenu du magazine. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une appétence des individus pour ce que vous allez leur raconter. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important, il ne faut pas complexer par rapport à ça.
Deuxième problématique, c'est la question de la matérialité, qui je trouve très intéressante parce que pendant très longtemps, on était sur une segmentation média au média qui a complètement disparu. On n'entend plus du tout parler de cette segmentation. Après, il y a eu la mode du 360. Donc maintenant, je suppose que ça s'appelle l'omnicanal. Enfin, je suppose que c'est la réinterprétation. Et je citais tout à l'heure le regretté Umberto Eco, pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'affection. Tiens, c'est Neige. Détournement de l'attention. Et en fait, le dernier livre qu'a écrit Umberto Eco, il a fait avec un auteur qui est mort aussi, qui s'appelait Jean-Claude Carrière, et ça s'appelle « N'espérez pas vous débarrasser des livres ». Et donc, c'était à l'époque où les gens disaient « le digital va tout remplacer », etc. Bon. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que nous vivons dans une civilisation matérielle, on a besoin de matériel, et le contact avec la matière, c'est absolument fondamental. Et le papier reste quand même un support qui est très très important. Donc on ne se débarrassera pas du papier, je pense. Troisième chose, j'ai trouvé très intéressant bien sûr la présentation sur les touchpoints et sur les points de contact. Et notamment, ça pose plusieurs questions, notamment la question de la segmentation selon les moments de vérité. Parce qu'on pourrait croiser avec... vous savez, le zéro moment de vérité, c'est-à-dire avant que je ne rencontre le produit, le premier moment de vérité, je vais toucher le produit, etc. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, peut-être, c'est de réfléchir par rapport à la segmentation des points de contact, de la fonction que l'on attend du message. Parce que quand on diffracte son message, donc déjà, il y a la question de savoir est-ce que je suis dans une logique cross-média ou transmédia, c'est-à-dire est-ce que je raconte exactement la même chose sur tous les supports ou pas? Ou est-ce que je vectorise? Mais pour vectoriser son message, c'est-à-dire pour avoir des facettisations de sa narration sur différents supports, il faut déjà avoir une narration, et pas que du storytelling. Et puis, il faut quand même qu'elle dure dans le temps, donc il faut quand même être assez sûr de son coût en termes de contrat et d'engagement. Voilà, donc je pense que, moi c'est une méthode que j'utilise quand je travaille avec les clients sur leur plan de communication, c'est de regarder justement cette typologie des points de contact par rapport au moment de vérité. Donc est-ce qu'on est dans l'action ou pas? Est-ce qu'on est dans la preuve ou est-ce qu'on n'est pas dans la preuve? Et de voir finalement à chaque étape quelles sont les fonctions du point et qu'est-ce que je vais raconter, quelle est la facette de ma narration que je vais utiliser. Parce que je pars du principe qu'une marque riche, elle est capable de facettiser. Alors après, ça pose la question, une autre question, qui est la question de la segmentation. C'est comment on segmente à la fois les points de contact, comment aussi on segmente sa narration sous forme de facettisation, et aussi finalement, est-ce qu'une marque, elle doit segmenter ou est-ce qu'elle doit discriminer? C'est pas la même chose. Le marketing segmente, il fait des groupes avec des gens qui sont homogènes, et les marques sont plutôt dans la discrimination au sens de je choisis mes clients. C'est-à-dire ce sont mes élus. Et quand on est effectivement dans un... C'est pour ça que j'ai posé la question sur le MOOC. Quand on est dans une logique de type coopérative ou mutualiste, ça marche pas mieux en fait. Non. Non. Si, ça marche. Bon, je m'entends pas, mais c'est pas grave. Non, si, ça marche. T'es sûr? Un autre encore? Jamais 203. Donc du coup, je ne sais plus ce que je racontais. Oui, c'est-à-dire la discrimination, ça veut dire que en fait, j'ai une communauté, c'est-à-dire des gens qui partagent un certain nombre de principes. Et je vous rappelle qu'il y a une différence entre un segment et une communauté, ou un segment et une tribu. C'est qu'un segment, c'est des gens qui se ressemblent, mais qui ne sont pas capables d'avoir une action collective. Ils ne vont pas descendre dans la rue, alors qu'une communauté, c'est des gens qui ne se ressemblent pas forcément, mais qui sont capables d'interagir et d'avoir une communauté. Donc là, par exemple, on est typiquement dans le cas de la communauté. Et donc, la communauté, c'est une culture, donc ça veut dire qu'il y a ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Hein, on est biker, on n'est pas biker, en gros, pour faire ça. Donc ça me semble être quelque chose de très intéressant, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend, alors j'ai attendu le moment où tomberait le mot de persona, c'était à la 48e minute. Réfléchissez bien au persona, parce que la question sous-jacente, c'est est-ce que je vais catégoriser les gens selon des profils, ou est-ce que je vais segmenter des scénarios? Et c'est pas du tout la même chose. Et moi qui ai beaucoup travaillé dans le design, notamment avec Bertrand Barré,
nous, on avait développé justement une méthode de segmentation selon les scénarios d'achat, d'usage et de vie, et c'est pas du tout la même approche que d'avoir une segmentation par persona. Où je dis, elle s'appelle Julie, elle a 45 ans, et elle aime les chats. Parce que ça, c'est pas forcément prédictif. Alors que le scénario, ça, c'est prédictif. Parce que je sais ce que je cherche. Voilà. Dernière chose, et puis après, je ferai mon petit gazouille conclusif, comme on dit. Dernière chose. En plus, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, je pense que par rapport à ces questions de point de contact, je pense qu'il y a une chose qui est en train de changer pour le coup, c'est que avant, on faisait la différence entre le consommateur et le shopper. C'est-à-dire, le consommateur, c'est nous à la maison, nous dans la rue, on est exposé à des messages, donc on est dans le média, la distance. Le shopper, c'est celui qui est sur le point d'acheter. Donc en gros, c'est celui qui rentre dans un espace de vente. Mais avec l'importance du mobile et le fait que toutes les décisions commencent en fait avec un mobile, enfin en tout cas avec un écran, eh bien il me semble que cette distinction, elle est en train de tomber et qu'en fait on est tous en situation de shopper. Et donc ça veut dire que le call to action devient absolument déterminant. Ça me semble important. Bon, des questions par rapport à ça ou est-ce que j'ai oublié des points? Bon, on va faire un petit quiz alors. Ça ne refait pas. Bon, alors. Bon, alors, bon, c'est un peu paradoxal, mais ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que je pense qu'il ne faut pas s'essouffler ou s'évertuer à aller toujours chercher des nouvelles solutions. Je travaille beaucoup sur la question de la consommation. Et en fait, les gens qui nous en apprennent le plus sur la consommation, c'est des gens qui sont des archéologues ou des historiens. C'est-à-dire des gens qui travaillent sur le passé. Hein, je cite par exemple une collègue et amie qui s'appelle Laurence Fontaine, hein, qui a travaillé par exemple sur les stratégies des pauvres au XVIIIe siècle, comment survivre quand on n'a pas de ressources. Et en fait, elle montre très bien dans son livre que c'est des stratégies qu'on voit aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faut pas s'évertuer à réinventer en permanence l'eau chaude, quand ce n'est pas l'eau tiède. Hein. L'eau tiède, ça s'appelle le bullshit. Mais donc déjà, qu'est-ce qu'on peut retirer du passé pour nous aider dans notre appréhension finalement de la médiacratie, comme l'appelle Yves Citon. Bon. Et en fait, bon, comme c'est bientôt Noël, vous allez avoir du temps pendant les vacances. Et donc, je vous recommande 3 ouvrages. Alors, ça va vous étonner parce que ça n'a a priori rien à voir avec tout ce que vous faites. Mais en fait, vous allez comprendre que si. Non, mais on vous enverra tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, le premier, je vais commencer par la droite pour changer. C'est un livre qui s'appelle Le temps des révoltes. Et en fait, c'est un livre qui est fait à partir de cartes postales pour montrer comment les mouvements de révolte se sont appuyés sur un média qui était la carte postale. C'est pour rappeler, dans la matérialité, tout ce qu'on peut faire avec une carte postale, bon, avec des exemples évidemment du 19e siècle. Bon. Le deuxième, c'est dans ces 3 livres qui viennent juste de sortir. Hein. Le deuxième, c'est un livre d'un historien très intéressant sur... Donc, ça s'appelle La ville captivée, affichage et publicité au XVIIIe siècle. C'est pour montrer comment les mouvements révolutionnaires et aussi tous les marchands se sont servis de l'affichage public au XVIIIe dans des stratégies qui étaient à la fois des stratégies de conviction et de persuasion. Je vous rappelle la différence. Conviction, c'est cognitif, rationnel. Persuasion, c'est plus émotionnel. Bon. Et en fait, on s'aperçoit que déjà, à l'époque, on utilisait des leviers qui nous rappellent des choses qu'on fait aujourd'hui. On n'a pas inventé grand-chose, en fait, en termes de format, de type de message, etc. Je vais vous montrer quelques illustrations après. Et le dernier, donc, je l'ai mis au milieu, c'est un livre de quelqu'un qui s'appelait Jean-Marie Apostolides, qui a beaucoup travaillé sur la question du théâtre. Et en fait, ça, c'est un livre posthume qui est sur l'évolution du monde du théâtre à la Belle Époque. Donc, il s'appuie sur notamment 3 pièces pour montrer comment on a créé un théâtre hypnotique.
Et je pense que c'est très intéressant parce que le théâtre hypnotique, bah, c'est une façon justement d'hypnotiser le spectateur. Or, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Alors, vous voyez, ça, j'ai pris des illustrations pour terminer quand même sur des images. Hein, vous voyez, donc des questions qu'on se posait déjà sur la capacité de rendre public des informations. Et vous voyez que j'ai choisi ces illustrations pour montrer que déjà, bah, les enfants étaient intéressés, qu'il y avait des gens qui regardaient. Enfin, on était déjà dans un public qui était très impliqué. Voilà, des documents d'époque voilà, qui montrent l'utilisation déjà de la couleur. Hein, on oublie tout ça. Voilà un certain nombre d'éléments, la typographie, ça c'est pour montrer finalement les cartes postales. Voilà. Et donc, en fait, bon, le problème auquel on est confronté, c'est un problème qui est récurrent. Parce que si on entend, si on écoute les pseudo-sociologues à la mode, hein, qui font des constats d'époque, eh bien on s'aperçoit que leurs analyses rencontrent des choses qu'on disait déjà au 19e siècle. Donc encore une fois, rien de nouveau. Et de quoi on parle? Et de quoi on parlait déjà à l'époque? On parlait d'un sentiment, d'une perte de contact avec le réel. On parlait d'un processus de désymbolisation, en disant ça va créer des comportements sauvages et inattendus. On partait du fait que les mots ne disaient plus rien, déjà à l'époque. Alors c'était plus les fake truths, les fake news, mais déjà la perte de contact du langage avec le réel. C'était déjà une problématique à l'époque. La destruction des solidarités anciennes, avec le passage des sociétés, des communautés aux sociétés, c'est-à-dire on n'est plus dans des relations organiques, on est dans des relations fonctionnelles. C'est-à-dire que finalement, on est dans un monde qui est froid, hein, qui est technique. La multiplication des rôles sociaux, qui fait que finalement on n'a plus accès à l'intimité, d'où l'importance du foyer. C'est très important le foyer, hein, la notion de chez-soi. Les Anglais font la distinction entre le house et le home. Le home, c'est chez moi, c'est cosy, j'ai projeté des choses. Et comme vous l'avez dit très justement, je ne laisse pas rentrer tout le monde chez moi. C'est intéressant. Et ce qui veut dire aussi, ça c'est une problématique que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, c'est que la question aussi que pose notre matinée, c'est la question du rôle partenarial des marques dans la vie des gens. Parce qu'il y a dans quels espaces elles vont rentrer. Est-ce que je peux pénétrer dans l'intimité ou pas des personnes? Ça, c'est un vrai sujet. Mais aussi, quel rôle je joue dans la vie des individus? Donc, il y a tout un tas de travaux qui ont été faits, notamment aux États-Unis, en fait, qui montrent qu'il y a une typologie des rôles de marque, de la même façon qu'une marque peut être un coach, elle peut être le petit ami, elle peut être le voisin, elle peut être etc., elle peut être l'amant. Et donc, la question, c'est de savoir, au-delà de ce que je raconte, quel rôle je joue dans la vie des gens. Ça me paraît extrêmement important. Voilà, et donc, pour terminer, hein, c'est juste pour vous donner l'envie de lire le livre de Jean-Marie Apostolides, c'est qu'il va analyser, c'est vraiment très intéressant, et c'est pas du tout un livre de prof académique, ce qu'on appelle les livres scientifiques, pas du tout. C'est tout à fait, ça peut faire un beau cadeau de Noël, je pense. Il va montrer comment on passe du théâtre frontal au théâtre hypnotique. Donc, il y a un nouveau dispositif scénique, apparition de l'électricité, donc la lumière, ça change tout. On va mettre les spectateurs dans le noir, c'est-à-dire qu'il y aura un avant, un après, donc on va les hypnotiser en les mettant dans un... donc il y a d'abord une privation sensorielle, en leur disant « tu vas vivre un moment très particulier », donc évidemment on va capter l'attention, mais on va aussi les mettre dans un état de neutralisation de l'humeur, hein, c'est-à-dire que on va les mettre en état de veille, mais en faisant en sorte que dans cet état de veille, donc ils oublient leurs soucis du quotidien, mais ils se concentrent sur l'action. Et puis, donc, logique d'échange des points de vue. On va se poser à l'époque la question de la scénarisation, ce qu'on ne se posait pas du tout. Et donc, ce qui montre, c'est qu'il y a une vraie dimension chamanique du théâtre. C'est-à-dire que ça nous amène avec une puissance de type surnaturel. Hein. Le chamanisme est d'ailleurs quelque chose qui revient à la mode, hein, parce que je ne sais pas si vous avez vu les covers, comme on dit, des magazines, mais c'est la magie, le tarot. Je suis tombé hier soir sur une émission, je ne sais plus quelle chaîne. En fait, c'est en direct de quelqu'un qui vous tire les cartes. Et ça dure 10 minutes. Après, il vous renvoie sur le site. Et voilà, donc on est là-dedans, c'est-à-dire dans cette espèce de pensée magique. Voilà. Et donc, en fait, toutes ces questions-là,
qui sont des questions qu'on se posait dans les années, à la fin du 19e siècle, eh bien, c'est les questions qu'on se pose aujourd'hui. Et donc là, vous avez les réponses qui ont été apportées à l'époque par les arts de la scène. Et je pense que c'est intéressant d'aller regarder ce que raconte Jean-Marie Apostolides. Je m'arrête là, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Super intéressant. Voilà, on en a fini avec... Pas de questions, je suppose, hein, bien sûr. Bon, il n'y a pas de questions. Anne-Marie, une petite question pour la route? Non, j'en ai pas la tête. En plus, son fils a fait l'ESCP, donc, mais il a fait finance. Bon. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la question de l'ESCP, c'est le design. Bon, On n'a pas parlé. Ça, c'est un autre sujet. Je vous invite en tout cas à poursuivre la discussion. Si vous le voulez. Non, mais c'est pas un autre sujet, parce que la question, c'est ça, est-ce que le design, quel est le lien entre le design et la communication? Eh bien, il y en a un majeur. Moi, avec beaucoup de partage, parce que c'est aussi dans le collectif, on a un jury qui décerne un label qui s'appelle le Janus, dont évidemment la poterie. Et on dit qu'il y a 5 critères pour avoir un bon design. L'économie, mais c'est la même chose que ce qu'on fait dans la communication. L'investissement économique, quels sont les gains? L'ergonomie, c'est quoi l'interface qu'on appelait autrefois machine? L'esthétique, il y a évidemment une relation à l'harmonie visuelle. L'éthique, mais surtout le dernier critère qui va vous parler, le dernier enjeu, c'est l'émotion. S'il n'y a pas d'adhésion, s'il n'y a pas une envie, s'il n'y a pas une désirabilité, ça ne sert à rien. merci. Donc si vous réussissez ça, vous avez du bon design.